Maghreb Orient Express, soyez les bienvenus avec nous sur le plateau de MOE sur TV5 Monde. Sarah M, bienvenue à vous. Vous êtes autrice, metteuse en scène. Votre nouveau spectacle s'appelle Irtibas. Spectacle à voir le 27 mars prochain à Choisy-le-Roi et le 3 avril à Chevilly-la-Rue en région parisienne. Kia Tabassian, bienvenue. Vous êtes virtuose du setar, compositeur, cofondateur et directeur artistique de l'ensemble Constantinople. Dans votre dernière création, vous collaborez avec le maître de la Kora Ablaye Sissoko. Vous êtes basé à Montréal, au Québec, au Canada. Vous rentrez tout juste de Belgique, vous êtes en tournée mondiale et on va en parler bientôt. Ce sera la Colombie après la France. Manal Salamé, bienvenue. Vous êtes écrivaine, poétesse, photographe et votre premier roman a pour titre Habibi Beyrouth. C'est aux éditions La Tribu. On commence avec un voyage musical qui a Tabassian. Vous êtes donc associé notamment à Ablaye Sissoko, avec également à vos côtés votre acolyte à la percussion Patrick Graham. On écoute Amadou. Amadou Kia Tabassian, quand on écoute ce morceau, la Kora et le setar, on se dit que c'est une évidence et pourtant, c'est une première? C'est une première en fait, mais depuis 13-14 ans, nous collaborons ensemble avec Ablaye Sissoko et moi-même. Ouais. Et c'est un univers musical que nous avons créé ensemble au fur des années, au fur des rencontres. On a voyagé beaucoup ensemble et ça c'est le 3e opus Estuaire, notre 3e album ensemble. Ouais, avec le grand musicien sénégalais, alors là on est à Saint-Louis. Voilà, dans ce clip, nous sommes à Saint-Louis. Nous étions allés pour jouer là-bas en novembre dernier, donc nous avons profité de l'occasion pour tourner ce clip. Et bon, c'est une ville que j'adore, c'est la ville où Ablaye habite. Et bien sûr, je suis allé plusieurs fois. Et c'est une ville avec une ambiance extraordinaire et une architecture vraiment prenable. Donc, des lumières magnifiques que l'on voit accompagner votre musique dans ce clip. Alors, vous êtes donc un artiste avec cet instrument de prédilection, le setar. Que représente-t-il pour vous? Quelle est son histoire? Le setar, c'est un des instruments principaux de la musique iranienne, de la musique persane. Votre pays natal? Mon pays natal, effectivement. Donc, il représente toute cette lignée culturelle et cette civilisation qui est la Perse et qui est l'Iran. Et bon, j'ai grandi dans la musique persane, donc mes racines sont dans la musique persane. Mais assez jeune, bon, j'ai immigré au Canada, j'ai grandi à Montréal. Et j'ai connu beaucoup d'autres musiques et j'ai commencé avec l'ensemble Constantinople il y a 24 ans de ça. Créer tous ces ponts entre la musique persane, mon univers de base, mon univers natal et les autres musiques, les univers musicaux que je découvre au fur et à mesure des créations. Pourquoi vous avez donné ce nom à cet ensemble Constantinople? Justement parce que je cherchais ce lieu de rencontre, un lieu à la fois physique, métaphysique, imaginaire, où on peut rencontrer différents mondes de l'Est, de l'Ouest, de différentes périodes. Et Constantinople, c'était la ville pendant des siècles où il y avait le plus de représentants dans cette ville, la ville la plus cosmopolite, le lieu de rencontre finalement. Et Amadou est extrait d'ailleurs de l'album intitulé Estuaire. Là encore, Estuaire, ça évoque le voyage. Alors vous, c'est vrai que ça fait maintenant 2 décennies que vous nous plongez dans cet univers avec beaucoup de fusions musicales, notamment entre la musique moderne, mais aussi la musique traditionnelle, des héritages médiévaux européens, esthétiques, contemporains. Il y a tous ces métissages avec les musiques savantes persanes également. Pourquoi, pour vous, c'est important de réunir cet univers artistique? Pour moi, c'est important d'évoluer. Et c'est la meilleure manière pour moi d'évoluer dans la musique, c'est d'aller à la rencontre
des autres musiques et des autres musiciens. Ouais. Rencontre artistique et humaine. Exactement, la rencontre humaine en fait vraiment partie, effectivement, c'est même plus important des fois. Ouais. Et je pense dans notre monde aujourd'hui, on a besoin le plus que jamais de créer ces ponts, d'aller à la rencontre de l'autrui et de créer quelque chose de riche qui vient de ces rencontres, de ces dialogues. Et la musique, c'est le meilleur langage pour arriver à quelque chose de beau et qui transcende toutes ces frontières et qui va au cœur des gens. Donc le message, je pense, la musique est la meilleure manière de passer ce message-là. Et vous êtes en tournée mondiale, les États-Unis, vous êtes en ce moment en Europe, la Belgique, la France et bientôt la Colombie. Alors j'aimerais quand même vous interroger sur ces concerts que vous allez donner là-bas. Le prochain, ce sera, enfin le prochain, en tout cas le premier en Colombie, ce sera Medellín le 5 mars. C'est un pays où la musique, là, rencontre aussi des traditions indigènes, espagnoles, africaines et également en Colombie où il y a ce métissage. Vous avez hâte d'y être ? J'ai très hâte d'y être et j'adore jouer dans cette région du monde, l'Amérique latine. Ouais. En général, nous avons une réponse de la part du public qui est vraiment incroyable, mais un contact aussi avec le public et les gens et les artistes. Et vous avez un projet avec la musique péruvienne, je crois. Effectivement, un des prochains projets, c'est sur des manuscrits péruviens de Trujillo et de Cusco, avec des musiciens péruviens justement aussi. Ouais. Voilà donc Estuaire, l'album donc qui comprend notamment ce titre Amadou. Tiens, je ne vous ai pas demandé pourquoi, mais la musique est tellement prenante. Amadou, on connaît le prénom Amadou. Pourquoi ce morceau? Quelle est l'histoire de cette chanson? Il parle d'Amadou. Amadou est quelqu'un de vrai qu'on connaît, un ami très proche d'Ablaye, que j'ai connu aussi il y a plusieurs années. Ouais. Et c'est un répertoire où on parle des gens avec des grandes valeurs d'humanité. Et Amadou en fait partie. Ouais. Une réaction peut-être à toutes les deux, Manal Salamé, cette musique. C'est vrai que c'est un instrument qu'on ne connaît pas forcément beaucoup, hein, le setar, mais qui est en Iran. Tout à fait, ça transporte en fait. Il y a quelque chose, et je retiens ce que tu disais justement à propos de cette musique qui permet de véhiculer, de transmettre. Bon, on en parlera par rapport à la photographie et tout, mais c'est vrai que la musique est quelque chose qui est toujours très présente dans mon travail et dans ma vie de tous les jours. Et là, j'étais complètement... merci. Ça accompagnerait, oui. Merci, effectivement. Ça accompagnerait bien une de vos pièces, un de vos spectacles. Tout à fait. Non, j'ai trouvé ça incroyable aussi de vous écouter, de vous entendre en parler aussi, et tous les extraits qu'on a eu la chance d'entendre. Et c'est vrai, comme vous le dites si bien, cette musique qui dépasse les frontières, les déplace et va au cœur directement. Voilà. Et ça apaise l'âme d'une manière très profonde. Ça vous va? Oui, très bien, mission accomplie. Sarah M, dans votre 4e spectacle Irtibas, vous convoquez d'ailleurs la musique, le théâtre et la danse pour raconter une histoire d'amour entre Balkis et Abel. Une histoire d'amour qu'on peut qualifier quoi, de brûlante, fusionnelle? Oui, elle est un peu des deux, mais c'est surtout une histoire d'amour qui évolue, qui grandit et qui fait grandir. Ouais. Comme toutes les histoires d'amour, effectivement, elle va venir être percutée par quoi? Eh bien, par un tremblement de terre au Maroc, un événement tragique. Qu'est-ce que cela va avoir comme effet? Pourquoi est-ce que ça va provoquer un véritable choc? Oui, un véritable séisme. Oui, je me suis inspirée du tremblement de terre qui a eu lieu au Maroc, dans le Haut-Atlas, en septembre 2023. Et ce tremblement de terre va en fait, dans le cadre de ce couple amoureux, faire rejaillir tout ce qui était caché. Et quand la terre tremble, elle se retourne et ce qui était invisible... Enfoui. Exactement, refait surface. Et c'est le cas surtout pour le personnage féminin, Balkis, et qui va en fait ressentir des choses qu'elle pensait, enfin, qui étaient occultées et qu'elle pensait ne pas... être important dans sa vie. Il est beaucoup question de la langue française, la darija aussi, le dialecte arabe marocain. On regarde un extrait de votre pièce Irtibas. Je vois ton sang pulser sous la finesse de ta peau. Ta peau est ma peau. S'ouvre. Ta peau arrimée à ma peau. Tu la sillonnes de tes doigts, de ta langue, de tes dents. Tu fais de ma peau la marque de ton sceau. Ton visage s'accélère. Et d'un coup... Le monde n'existe pas, le monde est partout. Faut que je devienne comme toi, que je change de gueule, que je change de nom, que je change d'histoire, que je change de langue. بريد نقول لك عندك بلاستيك كاملة هدايا. بغيت نحلبك في كل لغة ديالك. لغة اللي تعيط في العرض، لغة العرض، لغة تهيت العرض.
Voilà, quelle est ta langue, hein, on vient de l'entendre. Alors effectivement, il y a ce tremblement de terre, l'altérité qui apparaît et il y a tout un territoire qui va s'ouvrir en dehors de leur langue commune. C'est ça qui va être un peu le fil conducteur de votre spectacle. Oui, tout à fait. En fait, la pièce commence dans cette grande histoire d'amour fusionnelle, comme vous l'avez dit. Et quand ce tremblement de terre arrive, c'est là qu'en effet, l'altérité surgit et elle ressent un besoin très prégnant de rejoindre la terre de ses ancêtres, donc le Maroc. Et lui se retrouve seul pendant plusieurs semaines. Et quand elle lui envoie enfin un signe, c'est un message vocal qui est en Darija. Ouais. Et donc lui, c'est une langue qu'il ne comprend pas, qui n'était pas la langue qu'il partageait. Et donc il se retrouve face à une énigme et il doit comprendre. Il est désarçonné. Ouais. Complètement. Et il traverse énormément d'émotions. Et il doit essayer de la comprendre dans cette langue et au-delà de la langue, comprendre ce qu'elle lui dit et qu'elle n'a pu formuler que dans cette langue. Ouais, au-delà de la question purement linguistique, il y a évidemment les héritages de l'histoire, hein, bien entendu, qui sont un peu, comme vous le disiez tout à l'heure, enfouis et qui ressurgissent. Ouais, tout le à poids fait. de l'histoire. Exactement. Alors au Maroc, on ne parle pas de colonisation par le protectorat, mais ça, on pourrait longuement débattre de cette appellation. Et donc oui, en fait, quand il... il ne faut pas que je raconte trop l'histoire. Ah non, ne racontez pas tout. Mais toujours est-il que oui, cette question ressurgit et à sa grande surprise, en fait, il lui dit « mais qu'est-ce que ça vient faire là ? Qu'est-ce que ça a à voir avec nous ?» Mais en fait, ce que ça raconte, c'est que le passé ne passe pas, surtout un passé enfoui. Ouais, alors vous avez travaillé avec le chorégraphe Wajdi Gagui. Un mot peut-être sur cette rencontre et sur ce que ça apporte à l'histoire? Oui, avec plaisir. Wajdi, c'est un chorégraphe que j'ai rencontré au Maroc et je lui ai demandé de venir collaborer avec nous. C'est la première fois que je travaille avec un chorégraphe, mais ça faisait longtemps que je rêvais d'amener au théâtre cette dimension physique, la physicalité qui vient aussi nourrir la physicalité du langage. Et comme vous avez pu l'entendre, il y a aussi Hussam, le musicien. Et donc c'était important pour moi que la poésie soit très, très incarnée et qu'en plus on parle d'une histoire d'amour et d'un passé enfoui. Comment en fait toutes ces cellules sont réactivées et comment le corps et la danse nous permettent de faire revivre et rejaillir tout ça et travailler avec nous aussi nos inconscients. Et d'exprimer cela. Alors votre compagnie s'appelle Beina, ça veut dire entre en arabe, entre les deux rives de la Méditerranée? Oui, entre les deux rives, entre les langues et je pense aussi entre toutes les définitions dans lesquelles on veut nous enfermer. Un spectacle en tournée donc actuellement, une histoire d'amour solaire, portée par l'oud et le clavier, on a dit la Darija marocaine qui surgit comme ça, on l'a dit presque par effraction. Quelles sont les réactions à cette pièce que vous jouez notamment en région? Ça parle au public, parce que vous parlez aussi, il y a aussi la question du couple mixte aussi, quand même, qui revient, où c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de beauté dans les couples mixtes, il y a aussi parfois des incompréhensions, peut-être des tabous aussi. Tout à fait, et je pense que, en tout cas dans les réactions qu'on a des spectateurs, spectatrices, c'est quelque chose qui semble très précieux pour elles et eux, c'est justement qu'on parle de cette difficulté des couples mixtes, et justement, parce que souvent, dans le couple, parfois, les deux entités deviennent une seule et souvent on peut se poser la question de quand deux personnes en deviennent une, laquelle et reconnaître que dans les couples mixtes, il y a souvent une culture dominante et qui est parfois non dite parce qu'on a l'impression que l'amour et la relation amoureuse peut être préservée des violences sociales et c'est pas le cas. Et c'est important de le nommer et cette pièce met le doigt là-dessus. Mais souvent, quand on me dit « mais alors, est-ce que c'est possible les couples mixtes ?» Je suis moi-même issue d'un couple mixte, donc j'espère... pour moi, c'est possible. Et surtout, pour moi, une des trajectoires possibles, c'est le titre de la pièce, Iqtibas, qui veut dire allumer son feu au foyer d'un autre et comment, en fait, en se nourrissant au foyer d'un feu plus éloigné de ma culture, ce n'est pas une façon de me renier, j'aime pas du tout ce mot, ou de s'oublier, mais au contraire de grandir en se nourrissant de quelque chose d'inattendu. Iqtibas, c'est beau ça, allumer un feu. Allumer son feu au foyer d'un autre feu. Voilà qui est magnifique. Iqtibas, donc, et c'est la force du théâtre de pouvoir nous raconter tout cela. Manal Salamé, vous signez, votre premier roman. Alors, ça fait écho à ce qu'on vient de dire, on va comprendre, Habibi Beyrouth. Alors, c'est l'histoire d'Amal qui décide de revenir au Liban, son pays natal. Alors, qui est cette femme et pourquoi ce retour au pays ? Alors, Amal, c'est une femme qui a grandi pendant très longtemps en fuyant tout ce qui pouvait la définir ou la mettre dans une case, en tout cas. Voilà, cette société dans laquelle elle a évolué et grandi à tout prix, et qui finit inconsciemment, par la force des choses, par se mettre elle-même dans une case qu'elle se crée.
Et un jour, un beau matin, donc un an après l'explosion du port de Beyrouth, du 4 août 2020, elle se réveille en rêvant qu'elle ne parle plus l'arabe. Et c'est un élément déclencheur de ce retour, en tout cas cette envie de retourner aux sources. Après 17 ans d'exil. Après 17 ans d'absence. En France. Alors en fait, c'est pour chercher un simple papier d'identité, on va dire. On va dire que c'est l'excuse. Ouais, voilà, le en tout cas, tout à fait. Ouais. Donc elle se réveille ce matin et puis elle se dit voilà, je dois rentrer au Liban pour obtenir cette pièce d'identité, qui est le seul document qui lui rappellerait ou qui prouverait un peu son existence d'avant. Et arrivée sur place, elle se rend compte que la démarche sera beaucoup plus longue et compliquée que prévu. Elle se retrouve coincée dans son pays. Alors il y a notamment les retrouvailles avec le père. Alors il me fait 3 bises. La dernière sur la tempe est longue, très longue, avant de murmurer « Habibi, ma chérie ». 17 ans. 17 ans, oui. Alors, plus loin, vous poursuivez. Oui, Baba, depuis 2004, ça fait 17 ans. Et tu as fini par trouver en France ce qui te manquait au Liban. Je ne sais pas. C'est vrai, comment peux-tu savoir? Tu ne t'es pas laissé le temps d'aimer ton pays. Comment Amal reçoit ça? C'est une claque. C'est une claque parce qu'effectivement, et ça je pense qu'au-delà de ce qu'Amal a vécu, c'est une chose qui habite souvent les Libanais d'ailleurs. On a cet amour pour le Liban qui est fort, qui est d'une puissance et qui est un amour qui nous fait souffrir par ailleurs. Et ces Libanais qui sont un peu scindés en deux, entre les Libanais qui sont au Liban et qui ne rêvent que d'une chose, c'est de s'enfuir et d'échapper à cette situation, à ces crises à répétition et ces guerres à répétition, et les Libanais qui sont à l'étranger, qui ne rêvent que d'une chose, c'est de retourner au pays, et qui sont habités par une sorte de fantasme qu'ils se font de ce Liban. Donc, et qu'est-ce qui va la rattraper, elle, qui est d'ailleurs, on le rappelle, photographe? La photographie est présente, on connaît le rapport, le poids de l'image entre Beyrouth et la photo et l'image. Qu'est-ce qui va la rattraper? D'abord les discussions, ce qu'elle entend? Tout à fait. En fait, au fur et à mesure où elle va évoluer dans ce pays qui est un peu à la frontière entre un pays qui se rétablit, qui se remet à peine de cette série de crises, depuis les révoltes de 2019, puis l'explosion du port, ce pays qu'elle a fantasmé, qu'elle a vécu par intermittence les étés quand elle y retournait avec sa famille en vacances, et qu'elle a fantasmé aussi à distance. Et donc, au fur et à mesure, elle va questionner autour d'elle, elle va interroger ses proches, et elle va devoir confronter ce passé et qui va petit à petit ressortir au fil du récit. Et cette photographie, qui est le fil conducteur. Kéa Tabassian, alors vous êtes né à Téhéran. Est-ce que vous considérez en exil d'ailleurs à Montréal? On voit que vous êtes un citoyen du monde, on l'a compris. Mais quand même, est-ce que vous rêvez parfois de Téhéran, bien sûr. De l'Iran? Bien sûr, ça me touche beaucoup ce que vous racontez en fait, parce que voilà cette quête d'identité qui nous poursuit jusqu'à la fin de la vie finalement, qu'on soit dans notre pays natal, basé là ou à l'extérieur en exil, ça nous poursuit et ça évolue. Mais voilà, c'est un sentiment avec lequel j'ai appris à vivre et grandir avec. Mais cette envie de retourner, c'est sûr, il est toujours là. Après ce fantasme, comment on l'imagine, ce pays devenu, je pense on fait toujours partie de ce pays, il veut pas, même si j'habite à l'extérieur de l'Iran depuis plus de 30 ans. L'Iran vous habite, on pourrait dire. L'Iran m'habite, et éventuellement, si j'espère, comme tous les Iraniens, j'espère que le pays se libérera de ce régime. On travaille tous fort à ça, surtout les gens à l'intérieur, mais aussi les gens de l'extérieur, avec nos manifestations, avec tous les concerts, j'en parle. Et éventuellement, on en fait partie de ce pays aussi. Alors, il y a aussi l'image qu'on nous renvoie, vous l'avez sans doute peut-être aussi vécu au Canada. Dans le roman, Amal dit, vous n'êtes plus là-bas et pas encore tout à fait ici, un entre-deux. Évidemment, il y a une part éminemment personnelle de votre propre histoire dans ce roman. Il y a des éléments, effectivement, que je suis allée puiser dans mon histoire personnelle, dans l'histoire de mes proches. Je pense que de toute façon, après, il y a une chose, une dimension aussi très universelle, finalement, dans cette histoire, puisque elle trouvera écho, enfin je l'espère, dans entre d'autres murs libanais, iraniens en l'occurrence, en tous les cas toutes ces personnes qui... J'aime bien un peu cette image de personnes qui portent leur maison sur le dos en permanence, et cet entre-deux, en effet, à un moment on se retrouve toujours dans cette période quand on choisit l'exil, enfin on ne le choisit pas vraiment, c'est pour ça que je fais la distinction entre expatriation et exil justement tout au long du roman. D'ailleurs la guerre elle est toujours en toile de fond, Amal elle la vit la plupart du temps de loin, en exil, en Arabie Saoudite jeune, en France plus tard. Sa mère parle d'ailleurs, Amal, du syndrome du survivant. Oui, tout à fait, ce fameux syndrome du survivant.
ce fameux syndrome où on est toujours pris d'une certaine culpabilité de ne pas avoir été présent au moment du drame. Donc vraiment se dire ah bah tiens, j'ai peut-être survécu, enfin en tout cas j'y ai échappé, mais cette douleur et cette culpabilité qu'on ressent vis-à-vis de ses proches qui sont restés sur place, et se dire j'aurais préféré être là-bas sous les bombes au moment où ça s'est produit. Et comment ressortez-vous de cette expérience, premier roman ? C'est une sacrée aventure. C'est en tout cas une aventure qui m'a beaucoup apporté et qui m'a permis justement de pouvoir mettre des mots sur des choses, des émotions, des silences également. Vous le disiez un peu plus tôt par rapport à la photographie. Donc voilà, il y a des choses qui se transmettent comme ça dans la famille, dans la mienne de famille en tout cas. Il y a une transmission intergénérationnelle qui s'est faite par le silence. Et c'était important pour moi de mettre les mots dessus et de pouvoir l'exprimer. Habibi, Beyrouth, il y a d'ailleurs aussi cette phrase, souvenez-vous d'une chose à mal, en France comme au Liban, vous serez toujours arabe et musulmane. Voilà pour ce premier roman qui est publié aux éditions La Tribu. Les coups de cœur à présent de nos invités, c'est notre séquence Atmosphère. Kia Tabassian, vous avez choisi un grand scientifique que nous avons le plaisir de recevoir évidemment ici à TV5 Monde, français, canadien, Hubert Reeves. Et vous avez choisi précisément son livre « Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve ». Pourquoi faut-il lire ce livre si on ne l'a pas encore fait ? Je crois, en fait, c'est un livre extrêmement bien écrit par ce grand scientifique qui savait comment rendre la science plus abordable auprès de tout le monde qui n'est pas scientifique. Il avait cette force de vulgarisation. Exactement, mais en restant tout vrai, en restant vraiment très détaillé. Et après, c'est cette vision lumineuse voilà, cette vision qui nous aide à garder l'espoir, même dans le pire moment. Et j'y crois, et je suis quelqu'un optimiste en général. Voilà, là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Sarah M, vous avez choisi Hossam, compositeur, producteur, oudiste et multi-instrumentiste. Il est franco-palestinien. Alors, parlez-nous de sa musique. Bien, Hossam, c'est un artiste que j'ai eu la chance de rencontrer, puisque c'est lui qui a créé la musique d'Iktibes, et donc il est sur scène avec nous. Et c'est un musicien que je trouve extraordinaire, parce que justement, vous parlez de casser les frontières, c'est exactement ce qu'il fait. Les frontières musicales, et il a une audace et une puissance vitale dans sa musique. Il joue du oud comme je ne l'ai jamais entendu. Quand on l'écoute, on a l'impression d'avoir un souffle qui galope, une dextérité, une virtuosité. Et en même temps, parfois, le oud prend des virages et nous emmène dans d'autres atmosphères. Donc c'est quelque chose de très organique. La première fois que je l'ai vu en concert, j'avais l'impression que mon âme s'était envolée. Et c'est un musicien qui gagne à être connu, et je souhaite le découvrir. Donc, avec une musique électronique intense, poétique et profondément incarnée, vous le disiez. Manal Salameh, la chanteuse libanaise Yasmine Hamdan, pour son dernier album I Remember, I Forget. Elle est en concert à Paris. Qu'est-ce qui vous plaît chez cette artiste ? Alors c'est une artiste que je suis depuis très longtemps, depuis l'époque où elle était dans le groupe Soap Kills. Donc je l'ai découverte pendant mes années d'études justement à Beyrouth, et qui a une musique qui m'a toujours, en tout cas, qui a résonné dans des expériences personnelles. Et ce dernier album tout particulièrement, je pense, doit être le plus intime et intimiste en ce qui la concerne, et qui justement aborde, bien sûr couvert de musique, les révoltes et ces périodes que le Liban a traversées récemment, mais avec une puissance au niveau du texte, au niveau des sonorités, et puis elle a une présence sur scène que je trouve absolument... qui transporte, elle est là, elle est présente, elle fait passer des messages d'une manière profonde, en tout cas qui m'émeut et qui me touche profondément. Yasmine Hamdan, donc, pour votre coup de cœur. Merci beaucoup, chers invités, Sarah M, Kia Tabassian et Manal Salameh, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans MOE. Merci à vous d'être fidèles à Maghreb Orient Express. On se retrouve quand vous le souhaitez sur notre plateforme TV5 Monde Plus. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro, avec grand plaisir. Et on va passer en privé. On se quitte en musique avec Kia Tabassian et son instrument, le setar musique.